Donc merci beaucoup. Et alors peut-être, première question, on a entendu des professionnels qui définissaient leur perception, leur définition de l'intimité. Ce serait peut-être intéressant d'avoir aussi la vôtre, et puis peut-être que vous avez des remarques, vous avez envie de réagir aussi sur les différents propos qu'on vient d'entendre. Alors, à qui a envie? On peut faire peut-être un petit tour de table. J'ai trouvé le film très intéressant et très parlant de ce que je vois avec un peu de distance, parce que maintenant mon activité essentielle est une activité de médecine légale, mais je crois qu'entendre les soignants, enfin les soignants et à la fois les personnes âgées en EHPAD parler est très enrichissant. Je trouve que le film met bien en accent la façon dont le personnel voit l'intimité de la personne admise dans ces structures. Mais je crois qu'on perçoit bien aussi le retentissement sur les autres que peut avoir, par exemple, une nudité d'une personne atteinte de troubles dégénératifs qui se met nue dans une salle à manger. Comment ça peut aussi perturber l'intimité, non pas de cette même personne, mais l'intimité des autres. Voilà un petit peu ce que j'ai vu. Donc pour répondre en fait à la question de l'intimité, Aurélien Duthier m'a sollicité pour aborder la notion de l'intimité, mais finalement sous l'angle des personnes placées sous mesure de protection, avec toute la problématique de l'altération de leurs facultés qui met en place de fait une difficulté quant à l'expression du consentement. Et finalement, dans tout ce que j'ai pu voir aussi là depuis ce matin, tout ce qui a pu être dit, pour moi, il y a déjà une première question, c'est finalement qu'est-ce qui reste de l'intime lorsque la personne est sous mesure de protection? Est-ce que la personne a encore le droit à une intimité? Est-ce que, puisque par expérience, je repère souvent qu'on me dit oui, mais de toute façon, c'est le tuteur qui décide. Et quand le tuteur est la famille, du coup, voilà, on ne sait plus si de l'intime de la personne existe. Et quelque chose n'a pas été évoqué ce matin, alors sauf erreur de ma part, c'est que finalement, à aucun moment, on est allé sur la notion des émotions. Quelqu'un tout à l'heure a dit, effectivement, a parlé de l'intimité physique et l'intimité psychique. Je dirais qu'avec mes mots, moi, je me pose la question de nos émotions, quel que soit notre état de santé. Et finalement, notre intimité, c'est aussi les émotions que nous avons au plus profond de nous. Et ces émotions, on les a, quel que soit notre état de santé. Définir l'intimité, d'autant qu'on a eu depuis ce matin déjà de multiples éclairages, juste, il me semble, moi, qu'il est très important de regarder comment l'intimité, certainement, s'inscrit dans le corps de chacun de nous, mais que ce qui s'inscrit dans le corps, ça a un lien, ça a à voir avec, alors vous disiez les émotions, mais le fonctionnement psychique plus largement, l'histoire de la personne, sa culture, ses convictions. Et alors, je ne sais pas pourquoi, depuis tout à l'heure, je fais le lien, et je n'ai pas trouvé, peut-être que quelqu'un mettra un mot là-dessus. C'est drôle, je fais le lien, le contexte politique actuel doit y être pour quelque chose entre l'intimité et l'isoloir. Bon, pas facile de passer après vous, mais enfin bon. Moi, ce que j'ai repéré ce matin, alors, il y a peut-être une notion qui pour moi est extrêmement importante, c'est que finalement, l'intimité pour moi, c'est un besoin. C'est un besoin, finalement, comme des besoins primaires. Et en l'occurrence, on est aux prises, nous, dans cette idée d'accompagnement des étudiants, parce que je suis cadre de santé formateur, autour du repérage de ce qu'est l'intime, mais de ce qu'est l'intime pour eux, dans un premier temps, et ce qui est de l'intime dans la rencontre à l'autre, quoi. Et donc, je pense que... ça a été repéré ce matin, je pense qu'il y a quand même une idée autour de... on ne peut pas vivre tout le temps sous le regard d'autrui, en fait, d'une certaine manière. Et quand on est exposé en permanence au regard d'autrui, eh bien, je pense qu'il y a comme une idée d'effacement de l'autre, comme une idée d'effacement de qui je suis, de ce rapport à soi, finalement, de ce rapport à l'intériorité, qui fait qu'à un moment donné, eh bien, il y a comme un effacement de l'intime psychologique, d'une certaine manière.
Et je pense que ça, c'est une notion qui est fondamentale et qu'on oublie, et qui n'est pas sans poser problème quand les étudiants arrivent en début de formation, puisqu'on va leur demander, et c'est un challenge au départ, d'essayer de faire un travail sur soi et de faire un bilan, d'une certaine manière, autour de leur état émotionnel et de leur rapport à l'intime, pour aller rencontrer l'intimité de l'autre, et comprendre un peu les résonances entre ce que je suis, ce que je vis, moi, en tant qu'homme, et finalement la rencontre d'une autre personne dans sa singularité. Donc voilà, et puis il y a une question que vous avez posée aussi autour du refus. Et je pense que souvent, en effet, on parle du refus, qui vient s'associer à l'idée de consentement. Mais je crois qu'il y a une étape qui est fondamentale qu'on oublie, ou parfois notre l'activité hospitalière oublie, ce sont la création d'espaces délibératifs, d'une certaine manière, dans la rencontre d'un soignant et d'un soigné, ou de quelle manière je vais pouvoir accompagner cette personne soignée pour qu'il puisse délibérer, et délibérer avec son propre soi, quoi, hein. Et on voit bien que l'activité frénétique des actes, hein, fait qu'à un moment donné, on va peut-être, comment dirais-je, orienter déjà la décision, mais d'une manière extrêmement inconsciente, hein, peut-être pour gagner un peu de temps, peut-être parce que nous, on est convaincus de ce qui est bien pour l'autre, on est convaincus de sa propre vérité, et qui fait que, je ne sais plus tout à fait qui est l'autre dans ce rapport à la décision. Et je pense qu'il y a un élément qui est central aussi autour de cette idée de refus et de consentement, c'est que dans toute décision, il y a une part à l'indécision, d'une certaine manière. C'est pas parce que je décide aujourd'hui telle alternative, ou oui, ok, je suis d'accord avec la thérapeutique, avec ce que vous me proposez, mais peut-être que demain, je vais continuer à délibérer, peut-être que je vais changer. Vous voyez ? Et peut-être que la place du refus, c'est ça aussi. C'est laisser cet espace délibératif. Voilà. Sinon, ça va. Donc Laurence Lecomte. Donc moi, je suis directeur d'établissement. Donc je rebondis sur la première partie de ce que vous avez dit. J'ai moins entendu ce matin, même si j'ai été tout à fait intéressée. J'ai trouvé les intervenants passionnants et passionnés. Et ils nous ont laissé plein de questions, et c'est bien l'objectif d'une journée comme celle-là. C'est sur la partie intime et l'histoire personnelle des soignants, des personnes qu'on accompagne. Moi, je suis directeur administratif, donc j'ai des équipes à accompagner et le mieux possible, et surtout avec tous ces objectifs d'activité, essayer d'aller chercher l'intelligence de chacun, de pas se laisser envahir par toutes les contraintes administratives, d'organisation, et d'essayer de faire attention à eux, parce que si on n'est pas nécessairement bien traitant avec les professionnels, elle ne peut pas rebondir et être en tout cas transmise aux personnes accompagnées et soignées. Donc chacun est créateur de bien-traitance, y compris à nos niveaux d'organisation. Et il ne faut pas justement entre niveau d'activité à atteindre, niveau de sécurité à atteindre aussi, qui nous contraint des fois à donner des ordres qui manquent d'intelligence. Voilà, tout le monde doit se remettre en question en permanence pour que cette bien-traitance soit diffuse, et que derrière on puisse respecter aussi les vies personnelles, les intimités de nos professionnels. Donc les entretiens annuels d'évaluation aussi, pour dire ce qu'ils ressentent, l'évaluation de leur propre chef. Donc dans notre questionnaire d'évaluation, c'est: vous pensez quoi de votre chef ? Première année, il pense que du bien. Ils se disent: c'est pas bon pour ma carrière, je veux dire du bien quand même. Et puis progressivement, ils arrivent à dire: bah oui, mais bon, c'est super, t'es dans ton bureau en tant que cadre, tu remplis des tas de papiers pour l'ARS, par exemple. Attends, pardon. Je vous taquine, mais c'est un peu ça. Et puis, on aimerait bien que de temps en temps, tu viennes avec nous partager un soin, où on a une difficulté de communication avec un résident, avec un patient, ou comme nous, on gère pas mal de services de domicile, des SIAD et de l'HAD, est-ce que tu peux monter en voiture avec nous et faire une tournée ? Et ça, on a eu cette demande-là, en fait. Et ça, c'est important parce que, du coup, dans l'espace assez intime, assez confidentiel de la voiture, il y a plein de choses qui se disent et qui se passent et qui permettent, comme ça, d'aborder ces systèmes d'intimité qui sont, je ne sais plus comment vous avez utilisé comme expression, mais c'était intéressant, qui sont en tout cas imbriqués et qui se font écho et regard.